Lundi 5 février, l'info sur RMC. RMC 9h, le rappel de l'actualité, Chloé Cambrelin. Et l'ouverture ce matin du premier procès de Salah Abdeslam, le seul membre des commandos du 13 novembre encore vivant, est jugé pour sa participation à une fusillade en Belgique à la fin de sa cavale en mars 2016. Ça se passe au palais de justice de Bruxelles où vous êtes pour RMC. Lionel Top, Abdeslam vient d'entrer dans la salle d'audience. Oui, il y a une dizaine de minutes, Salah Abdeslam est entré dans cette salle d'audience. Il s'est assis sur le banc des accusés face au tribunal qui le jugera durant 5 jours. Salah Abdeslam porte une veste de costume blanche, une barbe longue, des cheveux mi-longs. C'est le procès le plus sécurisé de l'histoire de la Belgique qui s'ouvre ici à Bruxelles. Une longue file d'attente pour entrer dans cette salle d'audience. Un important dispositif de sécurité. Salah Abdeslam qui, dans la salle d'audience, est entouré par 2 policiers cagoulés et ce sera le cas jusqu'à vendredi. Merci beaucoup Lionel Top, envoyé spécial d'RMC à Bruxelles. J'ai le plus grand respect pour les droits de la défense. Marlène Schiappa estime qu'elle n'a pas critiqué les avocats de Jonathan Daval, mais ce qu'elle appelle le victim blaming, qui consiste à donner l'impression qu'une femme victime est en partie responsable de ce qui lui arrive. J'assume et j'étais dans mon rôle, dit pour autant la secrétaire d'État. Sur RMC et BFM TV ce matin, Marlène Schiappa nous livre aussi les dernières informations sur le projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles dont elle est en charge et qui doit être transmis en mars au Conseil d'État. Informations notamment sur l'allongement du délai de prescription pour les crimes sexuels sur mineurs. L'idée, c'est d'allonger à 30 ans pour prendre en compte 2 phénomènes. D'abord, la mémoire traumatique, c'est-à-dire le fait pour des personnes qui ont été violées quand ils étaient enfants ou jeunes, d'avoir oublié et ensuite de s'en souvenir. Et deuxièmement, le fait que parfois, on n'est pas armé pour judiciariser un crime sexuel que l'on a vécu quand on est jeune adulte et il faut attendre de grandir pour cela. Instauration d'un non-consentement présumé des enfants en matière de relations sexuelles. Quel âge ? C'est a priori 15 ans. Cela dit, une petite précision, on doit trouver vraiment la bonne rédaction pour faire en sorte que le Conseil constitutionnel valide l'âge de 15 ans. Donc on est en train de voir comment on peut tourner cela. Nicole Belloubet et moi, main dans la main. Marlène Schiappa qui estime par ailleurs face à Jean-Jacques Bourdin que les Françaises et les Français membres de Daesh arrêtés en Irak ou en Syrie doivent être jugés là-bas si les droits de la défense sont assurés. S'il y a condamnation en Irak, on sait que c'est potentiellement une condamnation à mort, la France ne doit pas intervenir, dit-elle. Accident ou premier avertissement, la République en marche battue dans les 2 législatives partielles organisées hier. À Belfort, le député LR conserve son siège. Dans le Val d'Oise, l'élu La République en marche perd le sien. Sophie Muller-Coix, battue par le républicain Antoine Savigna, qui obtient 6 points de plus qu'au mois de juin, en dépit d'une abstention qui dépasse les 80%. Début d'une semaine de mobilisation des salariés de Carrefour. Ça commence aujourd'hui avec une manifestation à l'appel de la CGT devant un hyper de Montreuil en Seine-Saint-Denis. Mobilisation contre le plan de restructuration annoncé en janvier. 8e jour de mobilisation des agriculteurs autour de Montauban dans le Tarn-et-Garonne. L'A20 est de nouveau bloqué ce matin. Les exploitants protestent contre la réforme européenne des zones défavorisées qui pourrait faire perdre à nombre d'entre eux des subventions. L'OL, 4e de Ligue 1. Les Lyonnais ont été battus 3-2 hier par Monaco alors qu'ils menaient 2-0. Les Monégasques ont de plus été réduits à 10 après l'expulsion de Keita Baldé juste avant la mi-temps. Monaco désormais 3e derrière Marseille. Et puis le PSG a fait la fête hier, en tout cas une bonne partie de l'équipe conviée aux 26 ans de Neymar. Parmi les plus de 100 invités, l'ex-star Ronaldo a retrouvé en interview exceptionnelle avec Mohamed Bouafsi à partir de 18h dans Team Dugas sur RMC. Il est 9h04. RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h04. Merci Chloé pour toutes ces informations. On vous retrouve demain. 9h04, vous êtes sur RMC, 2 bureaux de vote jusqu'à 10h. Nous poursuivons finalement l'interview avec Marlène Schiappa. Nous allons parler des zones non mixtes. Faut-il développer les zones non mixtes ? C'est la question que nous posons. Précisément, développer les zones non mixtes réservées aux femmes. Vous êtes pour ou contre ? Vous nous le dites, oui ou non, par SMS au 6 10 71. Nous allons rappeler les zones non mixtes, Mathieu. Il y en a il y a des exemples partout dans le monde. Dans le monde entier. Oui, bien sûr. On s'intéresse à la France en particulier avec de plus en plus de sociétés de transport, des taxis VTC, par exemple des salles de sport, en commun, des salles de sport, des restaurants. Réservés aux femmes. Des lieux publics réservés aux femmes. Exclusivement aux femmes. Choisissent de se retrouver entre elles. Faut-il développer des zones non mixtes réservées aux femmes, oui ou non, par SMS au 6 10 71. Alors, des compagnies de taxis réservées aux femmes, il y en a en Inde, en Grande-Bretagne, en Afrique du Sud, il y en a en Nouvelle-Zélande. Des voitures dans les trains exclusivement féminines réservées aux femmes, il y en a en Thaïlande. Un festival pour femmes en Suède, festival de musique l'année prochaine. Métro, bus de filles au Japon. Enfin, ça se développe un peu
peu partout. Corinne Hirsch, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondatrice du laboratoire de l'égalité. Est-ce que vous êtes favorable au développement de ces zones non mixtes ? Alors écoutez, notre position, c'est vraiment de dire que séparer les femmes et les hommes dans l'espace public, ça ne peut que ralentir le chemin vers l'égalité. Après, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on parle de zones non mixtes, mais finalement, on vit quand même dans une illusion de la mixité, puisque finalement, nous vivons au quotidien des univers non mixtes, de par la non-mixité des métiers, de par les fonctions stéréotypées. Lorsque vous démarrez le matin et que vous allez à votre boulangerie, vous allez acheter votre pain, principalement, c'est une femme qui va vous vendre le pain. Alors que c'est un homme qui l'aura fabriqué. Ensuite, vous déposez vos enfants à l'école, c'est principalement des femmes qui vont accueillir en tant que maîtresse d'école. Donc, vous prenez les transports, c'est principalement un homme qui va conduire le bus ou conduire le train. Donc finalement, ça change un peu ça dans les transports. Donc vous voyez, oui. Donc voilà. Ça change un peu dans les transports. Il y a une évolution. Hein. Il y a de plus en plus de femmes qui sont conductrices de bus, de camions, de trains, de tout ce qu'on veut. Hein. Et c'est justement cette mixité qui est importante et celle pour laquelle il faut se battre pour la mixité. Le laboratoire de l'égalité. Ce qui me gêne dans la non mixité, c'est qu'on revient à un monde genré, si je puis dire. Hein, non? Est-ce qu'il n'y a pas ce risque genré? Je veux dire que vous avez au 12 de la rue une salle réservée aux femmes, au 14 de la rue une salle réservée aux hommes, une salle de sport, je parle. Chaque genre a sa salle. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire moi je trouve que c'est dangereux la non mixité, mais bon, c'est mon avis. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Oui. C'est exactement. Mais il y a beaucoup de femmes en revanche qui disent on a besoin pour se sentir bien, on a besoin d'être entre nous. C'est encore autre chose. Les hommes aussi disent à certains moments, pour se sentir bien, on a besoin d'être entre nous. Oui. Donc finalement, c'est pas un sujet spécifiquement de femmes. Non. Rappelez la question que nous posons. Faut-il développer des zones non mixtes réservées aux femmes? On vous demande de voter oui ou non par SMS au 6 10 71. Est-ce que vous sentez que le phénomène est en train de se développer? Ou ce n'est que marginal encore? Je pense que c'est marginal et je pense que honnêtement les sujets principaux ne sont pas là. On a des sujets importants à traiter au global que sont la question de l'autonomie des femmes, la question des inégalités de salaire, la question du partage des tâches dans la vie familiale et domestique qui sont pour nous les leviers pour réduire les grandes inégalités statistiques. Est-ce que la non-mixité fait reculer la lutte pour l'égalité femmes-hommes? Oui, en ce sens, vraiment, on tourne autour. Moi je vous dis, cette non-mixité, c'est pas un sujet, c'est pas la non-mixité qui va réduire les écarts de salaire qui sont aujourd'hui quand même de 19%. C'est pas la non-mixité qui va faire que on va tout d'un coup faire que les postes de pouvoir qui sont aujourd'hui détenus à 85% par les hommes, c'est pas par la non-mixité qu'il va se passer quelque chose à ce niveau-là. Donc ce qui est important, c'est un programme de politique publique à engager pour que l'égalité réelle arrive enfin après l'égalité formelle qui est déjà là dans les lois. J'aimerais avoir vos témoignages. Racontez-nous. Vous, je sais pas moi, vous aimeriez mieux aller vous baigner dans une piscine réservée aux femmes, vous allez dans une salle de sport réservée aux femmes, vous aimeriez prendre un transport en commun réservé aux femmes. Racontez-nous, 3216 rmc.fr. Non, mais sans aucun doute sur l'égalité salariale, sur l'accès au poste et sur toutes ces idées qui sont défendues depuis longtemps et où ça avance très lentement, on est d'accord. N'empêche que la réalité, c'est que ces salles de sport, pour prendre cet exemple-là, réservées aux femmes, sont remplies non pas de gens qu'on a séparés. C'est pas une salle de sport où on aurait mis les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. C'est des femmes qui n'allaient pas dans les salles de sport et qui se voyaient, pour des raisons X ou Y, privées de ce droit d'aller dans une salle de sport. Aujourd'hui, ce genre d'établissement, on peut le déplorer, mais il leur permet de pratiquer une activité sportive comme elles l'entendent, alors qu'avant, elles restaient chez elles et ne pouvaient pas aller dans cette salle de sport.
Écoutez, vous me posez des questions alors que, voilà, au laboratoire de l'égalité, nous sommes centrés sur l'égalité entre les femmes et les hommes au travail. Donc c'est vraiment notre cœur je dirais de progrès, parce que alors, pour nous, travail, voilà, au travail tout à l'heure. Je vais prendre Brigitte dans un instant, mais au travail tout à l'heure. J'étais donc avec Marlène Schiappa, je lui parlais de ces femmes qui viennent pour un entretien d'embauche voilées et qui subissent une forme de discrimination. Vous êtes bien d'accord? Parce qu'on on les embauche pas. Pourquoi? Parce qu'elles sont voilées. C'est encore un autre sujet. Au laboratoire de l'égalité, vous ne traitez pas, mais vous traitez quel sujet, vous, alors? Justement, oui, racontez-moi, parce que j'ai l'impression que vous traitez aucun sujet. Là. Non, on travaille les sujets de matière globale. Nous, on est vraiment sur cette question des inégalités de revenus. Il serait temps vraiment de décréter la mobilisation générale. Ça fait des années qu'on tourne autour de ce sujet. 19% d'écart de salaire. Si vous le ramenez à une vie professionnelle entière, c'est 8 ans de travail gratuit. Vous travailleriez gratuitement pendant 8 ans. Vous accepteriez que votre femme, vos filles, etc. Voilà. Donc c'est ça. Là, il y a des enjeux. Là, il y a des enjeux. Comment faire? On sanctionne les entreprises. Je crois que la volonté de la ministre, c'est de pratiquer ce qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire qu'on rend public le nom des entreprises qui n'assurent pas une véritable égalité salariale entre les femmes et les hommes. Il faut le rendre public. Il faut sanctionner. Je ne sais pas, moi, comment faites-vous avancer les choses? On fait avancer les choses tout simplement déjà en appliquant la loi. Oui. La loi est là, les lois sont là depuis 30 ans. Les premières lois pour l'égalité salariale ont été faites par Yvette Roudy. Alors c'est vraiment un temps, même un nom que on n'entend plus beaucoup. Yvette, si tu nous entends, voilà, on est là quand même pour soutenir cette loi. Mais c'est tout simplement faire que il y ait davantage de contrôle. Et qu'il y ait davantage de sanctions, que les sanctions soient vraiment effectives. On a justement les inégalités salariales, elles encapsulent en fait toutes les autres inégalités. Oui. Et donc, il y a obligation pour les entreprises de négocier un plan pour réduire les inégalités. Or, on se rend compte que, grosso modo, si 93% des grandes entreprises appliquent cette loi et négocient un accord, seulement 1/3 des toutes petites entreprises le font et 2/3 des moyennes entreprises. Donc on voit que rien que sur les obligations légales, il y a une marge de progrès vraiment importante. Nous allons prendre Brigitte. Bonjour Brigitte. Bonjour. Vous êtes à l'Aude dans l'Hérault. Bonjour Brigitte. Vous savez, j'interviens souvent parce que moi je suis une révoltée. J'ai beau avoir 65 balais, je suis toujours révoltée. Mais ça c'est génial d'être resté révoltée, Brigitte. Ah ouais. Jusqu'à mon dernier souffle. Vous avez bien raison. Vous êtes révoltée. Alors les zones non mixtes, oui. À Paris, dans le métro, ça se voyait pas autant que ça, les frotteurs. Il n'y en avait pas autant, c'est vrai. Il y en a de plus en plus. Il y a de plus en plus de dégénérés avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ça leur fait monter le sang au cerveau. Bon, mais quand il y en avait un qui m'emmerdait, excusez-moi du terme, j'avais toujours une épingle, une aiguille, et puis je l'enfonçais dans la partie la plus sensible de son individu. Et le mec, il se tirait. Et là, j'ai ma petite fille de 21 ans qui est en face de moi, qui me dit, mais il y en a un qui me fait ça, je reste pas tétanisée, je le fous sous le métro. Parce qu'il faut réagir. Les femmes et les filles doivent réagir. Il faut pas se laisser faire. Ces mecs-là, ils vont continuer si on se laisse faire. Ben oui. Alors, comment réagit-on, Brigitte? Le Krav Maga. Ah, d'accord. Ça, c'est de... Oui, c'est... oui, pourquoi pas. Ça peut faire partie de l'éducation des filles, le Krav Maga. Ouais, c'est de la défense, c'est des techniques de... Alors, attendez, je vous passe ma petite fille, elle veut dire quelque chose. Ah d'accord. Bonjour. Oui, bonjour. Vas-y. Tout ce que je me dis, en tout cas, c'est qu'il faut sortir du système de honte que les femmes ont. C'est évident que lorsqu'il nous arrive quelque chose comme ça, nous n'avons pas le temps de réagir et après coup, nous nous disons, mais mon Dieu, mais j'aurais pu faire tant de choses. C'est aussi les choses qu'on peut ressentir lors d'un viol ou ce genre de choses. Il faut vraiment sortir de ce cadre honteux et sortir de ce cadre, ça n'arrive pas qu'à moi, ça arrive à beaucoup de femmes. Et je pense que sur le côté mixité ou non des aires publiques, c'est vraiment un pas en arrière, un énorme pas en arrière que nous faisons. Je pense que le problème n'est pas là. C'est comme tout en fait. Soit on interdit quelque chose,
Soit oui, donc on fait interdire quelque chose, soit on va de l'avant en essayant de comprendre les réels enjeux, les réels problèmes en fait. Oui. C'est pas en interdisant ça que tout de suite il y aura moins de possibilités qu'une femme se fasse violer ou qu'une femme ait des problèmes. On est bien d'accord. Voilà. Quel est votre prénom, dites-moi? Morgane. Morgane, quel âge Morgane? J'ai 21 ans. 21 ans, ben oui. Mais moi je suis parfaitement d'accord. D'ailleurs, Corinne Hirsch aussi, hein, vous êtes d'accord avec ce que dit Morgane, non? Ah oui, puis tout à fait. Merci d'avoir soulevé cette question effectivement des violences subies au quotidien. Alors on aurait tendance à vouloir dire petite violence, grande violence. Aucune violence que les femmes subissent d'atteinte de leur corps n'est ni petite ni grande. Du coup, ça me rappelle ce que je faisais quand j'étais petite. Maman nous avait expliqué que voilà, en cas d'inquiétude, il suffisait d'avoir toujours les clés dans la poche. Et de mettre chacune des clés entre les mains pour que, voilà, si jamais on se sentait attaqué, on puisse donner un coup de poing avec les clés et vraiment faire mal. En fait, ce qui est terrible, c'est de se dire qu'il faille éduquer les petites filles à se protéger dès le début. C'est la sécurité journalière que nous avons, c'est pas normal de se sentir... Et de se sentir sur la défensive en permanence, alors que de l'autre côté, il suffirait peut-être de se poser la question, et si nous éduquions les garçons, mais les filles aussi, et si nous éduquions dès le début, les garçons, les filles, au vivre ensemble, et c'est pour ça que, voilà, nous on propose de créer un observatoire du sexisme à l'école, pour que dès l'école, ces mots de sexisme, ces mots de violence entrent, et qu'on apprenne aux petits garçons dès le début à respecter les filles. C'est ça, parce que généralement c'est des actes que l'on répète en ayant vu ça à la maison, en ayant vu ça sur les réseaux sociaux, à la télé. Mais c'est évident qu'il faut mettre le point sur nous ne sommes pas si différents entre hommes et femmes, nous sommes des êtres humains, tout simplement. Et il y a énormément de disparités que l'on fait entre les hommes et les femmes pour finalement se rejoindre sur nous ressentons souvent les mêmes choses, nous avons souvent les mêmes besoins. Et pourtant, je vois au quotidien des petites phrases qui sont sorties comme ça de leur contexte, mais qui veulent dire beaucoup sur la conscience collective qui nous entoure. Enfin voilà. Merci Morgane. Au revoir Morgane. Brigitte, elle est géniale votre petite fille. Vous en êtes fière. Je sens que vous en êtes fière. Je sens. Merci Brigitte. Allez, passez une bonne journée. Et haut les cœurs les filles, ne vous laissez pas faire. Oui, non. Il est 9h17. Nous allons prendre Christophe dans un instant qui est dans l'Hérault et qui nous appelle sur le sujet. Mathieu. Faut-il développer des zones non mixtes réservées aux femmes, oui ou non, par SMS au 6 10 71. RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. 9h18, Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Jean-Jacques. Ça va? Ça va très bien, sous la pluie. Il pleut dans l'Hérault? Sur l'Hérault? Ouais, bah oui, il fait mauvais quoi. Bon, remarquez, c'est pas mal qu'il pleuve dans le sud. Ah non, mais c'est très bien, c'est très bien. Bon, dites-moi Christophe, les affranchis de la mixité, oui, vous êtes contre cette tendance à la non-mixité? Oui, pour moi, c'est un aveu d'échec, c'est une reculade. Plutôt qu'éduquer, on préfère reculer, voilà. Revenir comme il y a 50 ans en arrière. Les femmes se sont battues pour avoir des droits et quelque part, c'est pas qu'on leur enlève, mais elles se les enlèvent un peu, quoi. Ah bon? Vous pensez que en prônant ces zones non mixtes, les femmes s'enlèvent des droits? Oui, c'est des libertés. Des libertés, oui. Oui. Non, je trouve ça dommage. Je trouve qu'il vaudrait mieux éduquer les hommes. Mais oui. Bien souvent, elles vont dans ces zones parce que elles se sentent pas bien avec les hommes, mais parce que les hommes se comportent mal. Ça, c'est pas faux non plus. Oui. Elles souffrent du regard des hommes. Oui, mais ça, c'est une éducation. Et je trouve que du coup, c'est une reculade. Quoi. Voilà, on préfère reculer plutôt qu'éduquer. Bon. Elle souffre plus que du regard des hommes. On a rappelé sur les transports en commun qu'il y a une... le transport en commun c'est une chose, mais je parle d'une salle de sport. Mais je veux dire parle d'une salle de sport. D'être importuné d'une certaine manière, comme on a utilisé ce mot récemment. Mais je voudrais juste demander à Christophe, on est tous d'accord, je pense, ici autour de cette table, pour dire qu'il faut éduquer les hommes, éduquer les jeunes garçons à des rapports hommes-femmes pacifiés, normaux, si j'ose dire. Cela dit, Christophe, vous lui dites quoi à la femme, à la fille qui veut prendre le métro là ce matin et qui fait partie de 7 Françaises sur 2 qui a peur de prendre les transports en commun? Vous lui dites, attends 20 ans qu'on éduque les hommes?
il faut, d'une part, il faut les éduquer, mais surtout, il faut les sanctionner. S'ils viennent à se frotter, à faire des actes qui sont pas civiques, d'abord une sanction, puisque eux, quelque part, leur éducation a été loupée. Mais il faut pas continuer, quoi. Et après, c'est sûr que comme tout à l'heure, Morgane et sa grand-mère, il faut qu'elles se défendent aussi, quoi. Voilà. Alors oui, je dirais merci. Vous avez raison de témoigner que cette question de l'éducation, elle est essentielle. On peut pas non plus attendre de tomber dans un espèce aussi de yaka faucon, c'est-à-dire que les femmes, finalement, elles n'ont qu'à résister, elles n'ont qu'à refuser qu'on se frotte contre elles, qui peut être une tendance qui commence à émerger. La question de la verbalisation dans l'espace public, qui est en train d'être mise en place par le gouvernement, nous semble être une chose importante dans la mesure où elle légitime finalement. Alors il y aura verbalisation ou il y aura pas, mais au moins on va légitimer le fait que dans le métro on pourra se lever en disant monsieur rangez votre appareil, parce que souvent quand on est assise dans le métro, tout d'un coup un monsieur ouvre sa braguette et commence à s'occuper de son appareil. Alors on est obligé du coup de s'en aller, de changer de wagon, donc on est soi-même toujours en train de devoir subir et d'adapter en tant que femme des conduites d'évitement, des conduites d'effacement, et là on pourra enfin, parce que la parole est légitimée, on pourra enfin dire monsieur, arrêtez, c'est pas possible, je n'accepte pas, je ne veux pas, éloignez-vous, stoppez votre action. Merci Christophe. Avec plaisir. Merci. Il est 9h22. Nous allons prendre Steve, qui est à Sainte-Foy-d'Aigrefeuille. C'est en Haute-Garonne. Bonjour Steve. Bonjour Jean-Jacques, bonjour à votre invité. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Steve? Allez-y. Écoutez, je crois que je viens d'entendre le mot d'éducation, et si vous voulez, par rapport à un cadre familial dans lequel on a évolué. Moi, c'était le cas, si vous voulez. Mon papa, par exemple, vous parliez des tâches ménagères, où 72%, je crois, j'ai retenu le chiffre, des femmes faisaient des tâches ménagères à la maison. Et moi, je me souviens, mon papa, par exemple, il s'occupait de la maison pareil que ma maman. C'est-à-dire, il étendait le linge, il faisait le ménage, etc. Donc moi, j'ai eu cet exemple-là. Et du coup, alors premièrement, je reprends cet exemple qui me paraissait équilibré, et ensuite parce que c'est mon foyer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est pas parce que c'est pas la machine à laver de ma femme qui lave le linge de moi et de mes enfants. C'est-à-dire, c'est un tout. Et je trouve que c'est normal de faire 50-50, si vous voulez. Ensuite, par rapport au harcèlement, ça reste quand même une minorité de personnes. Alors, je connais pas les chiffres, mais ce sont des hommes qui peuvent être violents, évidemment, et qui harcèlent. C'est pas la majorité des gens. Moi, par exemple, quand je vois une femme dans la rue, je ne vois pas une femme, je vois pas, entre guillemets, pardonnez-moi le terme, un objet de séduction, je vois un être humain. Je veux dire, quand on sort entre copains, jamais on s'est permis quoi que ce soit envers une femme. Je veux dire, c'est une relation équilibrée, et une relation, je veux dire, de respect. En ce qui concerne aussi, par exemple, les salles de sport, j'ai entendu que il y avait des salles de sport qui pouvaient emmener une non-mixité. Je suis désolé, mais ça fait quelques années où il y a des salles de sport sur Toulouse, puisque j'habite à Toulouse, donc c'est à côté, mon village. Il y a des salles de sport où c'est exclusivement réservé aux femmes. Et bien évidemment, elles ont la liberté d'y aller ou pas. Mais personnellement, je trouve pas ça, si vous voulez, je trouve pas ça bizarre ou particulier. Je trouve qu'il y a une certaine normalité. Ma femme me dit des fois, je souhaite aller au restaurant avec mes amis. Et moi, pareil. Oui, mais le restaurant dans lequel va votre femme, il y a des couples, c'est mixte. Vous voyez, elle ne va pas dans un restaurant réservé aux femmes. Oui, c'est vrai. Eh oui, c'est pas pareil. Mais là, je parlais par rapport au besoin de se retrouver. Mais ça, je comprends très bien le besoin, évidemment, Steve. Ça existe, ce besoin de se retrouver entre femmes. Bien sûr. Tout à fait. Mais le problème, si vous voulez, et là, c'est au niveau sociétal, c'est-à-dire que je retiens le mot peur, et je suis désolé, moi, ça me porte à la réflexion quand j'entends que l'être humain a peur. Peur. Mais donc, si on en arrive à avoir peur dans une société, c'est que là, c'est peut-être dans un autre cadre. C'est qu'il y a un problème sociétal et bien évidemment individuel. Et là, évidemment, je n'ai pas la réponse.
Alors, ce qui m'inquiète un peu, c'est le militantisme de la non-mixité. C'est ça qui m'inquiète un tout petit peu. Oui, c'est-à-dire que si on en arrive, j'ai retenu le terme, j'ai retenu le fait qu'en Suède, il y allait avoir des soirées uniquement pour femmes. Oui, il y aura un festival de musique. Et c'est un festival qui existait, qui était mixte avant, et à force d'avoir des viols dans ce festival, ils ont décidé d'arrêter ce festival et d'en créer un autre. C'était pour marquer le coup aussi à ce moment-là. Oui. Et c'est une autre forme de militantisme, c'est un militantisme là qui veut alerter sur le fait que la mixité et la proximité dans ces festivals de jeunes entraînent vraiment beaucoup de violence. Mais je voudrais revenir là, Steve, vous avez dit deux mots vraiment très importants que sont l'équilibre et le partage. Cette question de l'équilibre 50-50 qui devrait régir nos vies, puisque nous partageons à 50-50 l'humanité femmes-hommes, on devrait le retrouver un peu partout, et notamment dans le partage des tâches. Cette question du partage des tâches, elle est quand même essentielle. C'est vrai, 70% des tâches domestiques sont portées par les femmes, 65% du temps parental, il est porté par les femmes. Ça veut dire que les femmes font 2 fois plus que les hommes sur le sujet. Et vous avez eu la chance d'être dans une famille avant-gardiste, parce que les études de l'INSEE nous montrent que ces choses-là n'évoluent pas beaucoup. En 20 ans, les hommes font 10 minutes de plus par jour au quotidien. Et donc c'est pour ça que au laboratoire de l'égalité, on insiste pour travailler enfin sur la révolution des temps, vraiment que ça devienne une révolution pour arriver à un partage égalitaire, pour que la parentalité soit réellement partagée, et surtout pour qu'on favorise une paternité active, qu'on reconnaisse aux pères la possibilité, et dans leur temps de travail et à la maison, de pouvoir dès le début s'impliquer dans l'éducation du jeune enfant. Bien, merci. Oui, 2 mots, si pour terminer, parce que non, mais pas de souci. Voilà, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Et dans tous les cas, c'est un plaisir de vous avoir eu au téléphone, Steve. Merci beaucoup. Que disent les auditeurs, Mathieu? Faut-il développer ces zones non mixtes réservées aux femmes? C'est un non massif, Jean-Jacques. Non à 90%. Voilà. Corinne Hirsch, merci d'être venue nous voir. C'est un non massif. Je suis pas très surpris, mais vous non plus. Non. Ce qu'il faut pour conclure, il faut dire vraiment que cette question de l'égalité, c'est vraiment pas un sujet de femmes. Oui. C'est un sujet mixte, et on fera avancer l'égalité pour les femmes et pour les hommes, et par les femmes et par les hommes. Bien sûr, ensemble. C'est un sujet mixte. Ô combien. Voilà. 9h28, merci d'être avec nous. 9h28. Allez, après Président Magnien, que ferons-nous? On reprend notre matinée pouvoir d'achat avec cette question. Vous avez scruté votre fiche de paye, votre pension de retraite. Est-ce que votre pouvoir d'achat augmente, oui ou non, par SMS au 6 10 71? RMC Bourdin Direct, bureau de vote. Bon message ce matin sur les zones non mixtes avec Paola qui nous dit: je comprends ce besoin de sécurité demandé par les femmes, mais soyons sérieux, le problème vient des hommes, il faut les rééduquer. Personnellement, j'ai élevé 2 garçons, je les ai sensibilisés au problème. Nous ne devons pas être punis parce qu'ils ne savent pas se tenir. Ça va trop loin parfois dans les 2 sens. C'est ce que dit Paola ce matin. John qui nous dit: non, il faut juste que les hommes changent de comportement, de vision sur la gente féminine. Sandrine: hors de question, écrit-elle, il faut arrêter de tourner la tête aussi quand on voit une femme qui se fait harceler, c'est tout. J'ai Monique qui dit: ça veut dire quoi? Mais bien sûr que non, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, ça me rappelle certains pays. Liberté, égalité, fraternité, c'est notre devise. Christian qui nous dit: on ne résout pas le problème, on le cache de cette façon. C'est ce que pense Christian. Gilda qui ajoute: non, nous devons vivre ensemble. Non, alors commençons par nous respecter dans tous les lieux. L'été à la plage, il va y avoir une plage pour les femmes, une plage pour les hommes. Faut arrêter là. Voilà ce que nous dit Gilda sur le Facebook Bourdin Direct, et entre autres messages qui ont voté non, comme nombre d'entre vous, sur cette question de la non-mixité. Appelez RMC au 32-16, 45 centimes la minute. RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. Il est 9h30, merci d'être avec nous. Parlons du pouvoir d'achat avec notre invité Sylvain Maillard, qui est député La République En Marche de Paris. Dans un instant, après avoir réécouté notre président Magnien du jour. RMC Bourdin Direct, président Magnien. Président, coup de com', coup bas, coup fourré du monde politique. Matinée spéciale pouvoir d'achat sur RMC. Président. Oui, et on va réécouter cet engagement du candidat Emmanuel Macron. C'était le 8 décembre 2016 sur RMC et BFM TV. Ce que je veux faire, c'est supprimer les cotisations maladie et les cotisations chômage que paye le salarié. Pour un couple qui est au SMIC aujourd'hui, ça fera un peu plus de 500 € par an.
de gain, parce que je vais le financer par de la CSG. Mais ça veut dire que qui paiera ? Ce sont les retraités hors les petites retraites. Parce que l'engagement que je prends ici, devant vous, c'est que toutes les petites retraites auront leur pouvoir d'achat protégé avec moi. Engagement ferme, mais entre-temps... Je me souviens très bien de cela. C'était il y a 1 an et demi. Un peu plus d'1 an, oui. Entre-temps, ça ne vous aura pas échappé, Emmanuel Macron a été élu président de la République et la fiche de paye est devenue un véritable outil de communication politique. Les membres de la majorité le répètent en boucle sur les plateaux. En janvier 2018, vous allez voir ce que vous allez voir. La réalité, c'est l'augmentation des salaires nets de tous les salariés à la fin du mois de janvier. Fin janvier, lorsqu'on aura reçu la feuille de paye, que tout le monde constatera qu'il y a un plus, on se dira que très concrètement, des choses ont été prises en compte. Nous allons donner un 13e mois à tous les salariés et ouvriers de France. Donc nous allons, pour la très grande majorité des Français, redonner un 13e mois et redonner du pouvoir d'achat. Ça n'est jamais arrivé. Une augmentation, un plus sur la fiche de paye. Vous allez voir ce que vous allez voir. Un 13e mois, de la fiche de paye. C'est presque historique, disait Gérald Darmanin. Le risque, à force de répéter cet élément de langage en boucle, c'est de se prendre les pieds dans le tapis. C'est ce qui était arrivé à Christophe Castaner il y a quelques semaines. Dès le 1er janvier, les Français verront, et les travailleurs en particulier, une augmentation de leur feuille d'impôt. Ah, la boulette. Non, c'est pas la feuille d'impôt, la feuille de paye qui doit augmenter, à moins qu'il s'agisse d'un lapsus révélateur. Une bonne nouvelle ce week-end pour les automobilistes parisiens. Oui, la circulation à Paris se fluidifie. Ce sont les mots d'Anne Hidalgo dans le JDD. C'est sûr qu'avec cette crue de la Seine, les voies sur berge sont particulièrement fluides en ce moment. Bon, ça, pour le reste, ah oui, c'est très fluide là. Oui, en barque, c'est vert, c'est bon, vous pouvez y aller. Pour le reste, pas sûr que les Franciliens confirment. Pourtant, les taxis et les artisans peuvent mieux circuler. Tout le monde en convient, affirme la maire de Paris. Emmanuel Macron sera en visite en Corse à partir de demain. Visite dans un contexte politique tendu. Le chef de l'État devrait, je dis bien devrait, car officiellement rien n'est confirmé, rencontrer le duo qui dirige l'île, Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni. Mais le chef de l'État a posé ses conditions. Il veut qu'un drapeau tricolore trône dans la salle du rendez-vous. Écoutez la réponse de Jean-Guy Talamoni, c'était hier soir sur BFM TV. Il a demandé spécifiquement à ce qu'il y ait le drapeau français pour l'accueillir. 1, ça veut dire que ça n'allait pas de soi. 2, est-ce qu'il sera là, ce drapeau français ? Je crois que ce genre de détail va être réglé par les cabinets qui sont en contact avec la préfecture. Le mien et celui du président du conseil exécutif. Le drapeau français, pour recevoir le président de la République française, vous savez, si on recevait le président d'une autre république, il aurait aussi son drapeau, donc je pense que c'est pas plus le français qu'un autre... Après, vous savez, faites un peu de la provoque, le symbole, c'est important. Non, pas du tout. Non, pas du tout de la provoque, c'est pas le genre. On voit bien le contexte, et les symboles qui seront en jeu dès demain matin. Terminons tous les matins avec un sourire. Ça y est. Les JO d'hiver approchent à grands pas. Ça démarre vendredi en Corée du Sud. Dans quelle ville précisément, Monsieur Bourdin ? Premier record pour les Jeux Olympiques de Pyeongchang. Oui. C'est dans 4 jours, on fait le Voilà, ce sera que des Pyeongchang. Voilà. Il vous reste 4 jours pour réviser aussi les figures de snowboard. Attendez, je vous prends. Je vous attends au tournant. On va la... Charlemagne. Sur le ski freestyle, oui, je pense que la raclette, à la limite, ça passe. Le vin chaud, pourquoi pas. Bien, il est 9h34. Allez, nous allons parler pouvoir d'achat parce que ce matin, nous avons sur RMC engagé une matinée sur RMC Découverte, une matinée pouvoir d'achat. Vous avez été extrêmement nombreux à appeler. Je pense que, oui, vous continuez à appeler d'ailleurs. Je regardais le sondage qui est rude, 70% des Français ne font pas confiance au gouvernement pour améliorer leur pouvoir d'achat. C'est un sondage qui date de la fin de la semaine dernière. Alors vous nous dites... Vous avez reçu votre fiche de paie, vous nous dites, est-ce que vous avez constaté une augmentation ? Vous nous dites, et puis vous êtes peut-être fonctionnaire, retraité, allez-y, appelez-nous, 3216 rmc.fr. Est-ce que votre pouvoir d'achat augmente ? Vous votez oui ou non par SMS au 610 71. RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. 9h37, merci d'être avec nous. Le pouvoir d'achat, Sylvain Maillard est député La République En Marche de Paris. Il va répondre à vos questions. Et David, on va commencer avec David, qui est à Nantes, en Loire-Atlantique. Bonjour David. Oui, bonjour à toute l'équipe. Alors vous êtes invalide. Oui, je suis en colère. Je suis invalide et en colère. Moi, je vais vous expliquer pourquoi, Monsieur Bourdin. Et Monsieur le député, écoutez bien, s'il vous plaît. Je vous écoute. Vous êtes targué sur tous les plateaux de télé, plateaux de radio, à parler de la CSG, de la hausse de la CSG pour les pensions de retraite. Mais vous avez omis que vous taxez aussi les invalides et les handicapés. C'est une honte. Moi, je vais vous expliquer, Monsieur le député de Paris.
avant Macron, j'avais une pension nette. Hein. Moi, je cache pas les chiffres. 1394,05 € par mois. Ensuite, Macron a décidé de placer le barème des impôts 14 404, le plafond annuel, je sais pas quoi. Bon, pas grave. Je perds 103 €. Je passe à 1200. Et maintenant, 92,06. Et maintenant, avec la hausse à 8,3, je passe à 1267. Mais vous allez aller jusqu'où comme ça? C'est-à-dire vous avez perdu 125 €. J'ai perdu 126,85 € exactement. 126,85 exactement. J'avais dit 125,52 à votre accueil, mais bon, 126,85, on va pas chipoter. Maintenant, ce que moi je veux que ce député comprenne, c'est qu'en perdant tout ça, en même temps, la petite aide que j'avais de l'État pour mon loyer, elle m'a été supprimée. Donc, avec 1267 € net par mois, il faut que je paye mon loyer de 452 charges comprises. Il faut que je paye l'électricité, l'eau et me nourrir. Mais comment qu'on fait? Vous allez aller jusqu'où, LERM, là? Jusqu'où vous allez aller avec ces bêtises-là? Alors, David, Sylvain Maillard répond. Merci. Ça, c'est du pouvoir d'achat. Merci beaucoup pour votre témoignage, que j'entends très bien et auquel, vraiment, je vous le dis, je suis sensible parce que l'ensemble des députés de La République En Marche ont été élus avec le sujet numéro 1 qui est le pouvoir d'achat. On veut redonner du pouvoir d'achat et c'est vrai qu'on est dans une situation compliquée. On le dit, notre élection n'a pas transformé la société française. On arrive dans un pays qui est très endetté, avec des vraies difficultés, un chômage massif. La situation ne s'est pas rétablie parfaitement ou idéalement au moment où nous sommes arrivés. La seule chose, c'est que nous avons fait des choix et des choix qu'on a assumés pendant la campagne électorale. Entre autres, on a demandé un effort, principalement un effort générationnel. Donc plus principalement porté vers les retraités qui avaient des pensions plus importantes, en leur demandant un effort de 1,7 sur la CSG pour redonner du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent. Parce que nous, dans ce pays, on pense que ceux qui travaillent ne gagnent pas suffisamment d'argent. Et les marges de manœuvre, on veut remettre de l'argent dans l'économie française. On veut refaire tourner nos entreprises. On veut relancer l'emploi. On veut relancer la machine économique pour recréer de la valeur pour pouvoir ensuite la redistribuer. C'est ça profondément notre programme et c'est ce que nous voulons faire. Alors j'entends aussi ce que vous dites parce que il y a un différentiel de calendrier. Par exemple, vous allez avoir une baisse importante de votre taxe d'habitation, mais vous allez le constater qu'en octobre. Pendant 3 ans, 30% jusqu'à 2020 où vous n'aurez plus de taxe d'habitation. Attendez, David, oui. Il faut bien que je réponde aussi, parce que s'il y a vas-y, David, oui, c'est vous qui parlez. Non, monsieur le député, arrêtez de me parler de l'histoire de la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, je suis exonéré c'était avant vous, hein. Vous savez, les personnes qui ont l'AH, handicapées, sont exonérées de la taxe d'habitation. Donc, ne parlez pas de ça, s'il vous plaît, c'est pas poudre aux yeux. Donc, oui, David, Sylvain Maillard, pardonnez-moi, mais là, ou le gouvernement a oublié, ou c'est une injustice flagrante. Voilà un homme qui a une pension d'invalidité et qui perd, parce que la CSG augmente, qui perd 125 € par mois. Et je perds même plus l'aide du logement. Je paye maintenant plein de Non mais franchement, on ne pas me dire que vous travaillez pour l'augmentation du pouvoir d'achat des Français. Il faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Attendez, David. Sylvain Maillard. Alors écoutez, il y aura toujours des cas particuliers. Il y aura toujours des cas particuliers, mais c'est dommage. Non, mais attendez, on fait de la politique, on assume les choses. Je suis pas toujours à vous dire. Vous assumez donc la baisse de 125 € par mois. Monsieur. Moi, ce que je vous propose très simplement, très directement, on a vos coordonnées ici. Oui. Vous m'envoyez exactement votre dossier. Je vais voir directement avec la ministre Agnès Buzyn. Je vais lui demander sur le cas précis dans lequel vous êtes, parce que de ce que vous me présentez, effectivement, là il y a un souci. Il y a un gros souci, moi, je ne vais pas vous dire faire la langue de bois, je sais tout. Je vous dis, donnez-moi le cas précis, je le propose et je vous écrirai directement. Je m'engage cette semaine à vous répondre. David, nous suivrons. Tout ça, moi. Ici, nous prenons toutes vos coordonnées. Hein? Merci, David. Merci, monsieur Bourdin. Salut, David. Merci. Rodolphe. Oui, bonjour. Vous êtes ingénieur. Oui. Autre cas de figure, vous avez 37 ans, vous êtes à Mandelieu dans les Alpes-Maritimes. Exact. Et donc moi j'ai regardé mon bulletin de salaire et j'ai perdu presque 100 €. En salaire net? En salaire net. Mais donc comment se fait-il? Je ne sais pas trop. Les bulletins de salaire sont très très difficiles à en comprendre. Là, il faut que j'aille voir les RH. Mais donc la CSG a augmenté et en même temps, ce qu'on devait me défalquer, ça représente rien.
Non, donc là, je suis presque à 80 euros, donc il faut voir vous avez les perdu mois. 80 euros par rapport. Regardez, c'est simple. Regardez fin novembre et fin janvier. Vous n'avez pas de prime, hors prime et tout ça. Hein. Non. À salaire brut, à salaire brut équivalent, sans prime, sans. Rien, vous avez perdu. Oui, j'ai perdu. Alors combien gagnez-vous, Rodolphe? Moi, je suis à 3008 brut et donc 2007 net. 2007 net. Et vous avez perdu 80 euros en salaire net. Voilà. Alors, comme disait le monsieur d'avant, c'est que des fois, ça se joue. On tape souvent sur la classe moyenne. Alors, moi, je veux bien aider, mais je paye déjà beaucoup d'impôts. Je continuerai à payer beaucoup d'impôts puisque les impôts sont calculés sur le brut. Et donc, 80 euros. Là, je viens d'acheter un appartement. Oui. Donc, je sais bien qu'on est un peu privilégié parce que je gagne pas le SMIC et des choses comme ça, mais ça devient très difficile. Oui. Et c'est toujours les mêmes, on tape toujours sur les mêmes, j'ai l'impression. Écoutez, moi je vous invite à vous rapprocher des RH parce que je suis aussi chef d'entreprise et je peux vous dire que j'en ai fait des bulletins de paye comme tous les mois et personne n'est perdant. En tout cas, tous ceux qui ont une fiche de paye ne sont absolument pas perdants. Au contraire, gagnent au moins 2% sur leur dernier salaire. Donc je vous invite vraiment à vous rapprocher parce que là, il y a peut-être un problème technique. Ça, c'est une autre question qui n'a rien à voir avec notre débat, mais sur la complexité de nos fiches de paye et l'incompréhension de nos fiches de paye. Quand on voit nos voisins allemands, par exemple, avec uniquement 2 lignes en dessous du salaire avec les nôtres, on est, même s'il y a une vraie simplification, d'ailleurs, sur votre fiche de paye, vous avez dû le voir, il y a vraiment une simplification par rapport à celle de décembre, mais on a vraiment une amélioration. Mais là, je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre service RH, parce que là, il y a un souci. Bon, merci Rodolphe. Alain. Oui, bonjour. Retraité, autre cas de figure, 64 ans. Vous êtes à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne, mon cher Alain. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Bourdin. Combien perdez-vous? Écoute, avec ma femme, nous sommes tous deux d'anciens agents de la fonction publique. Nous perdons 822 euros pour une année. C'est-à-dire que sur l'année, moi, ça me fait une perte sur le mois de 49,33 euros. Fois 12, ça fait 591,96. Et ma femme, c'est 21,75 par mois. Vous êtes retraités tous les deux? Tous les deux. Combien touchez-vous? Je touche en net 2670 euros. Ma femme, 1300 euros. Et votre femme, 1300 euros. Voilà. C'est-à-dire qu'à deux, vous touchez 4000 euros, quoi. Voilà. Et vous perdez combien sur l'année? 822 euros. 822 euros. Voilà. Vous savez, les chiffres sont têtus, Monsieur, ils sont réels. C'est mathématique, Vous avez tout à fait raison là-dessus. Et comme je le disais tout à l'heure en début d'interview, nous vous demandons, c'est vrai, un effort. Nous avons porté pendant la campagne présidentielle un effort générationnel d'1,7. Par contre, vous aurez une baisse de votre taxe d'habitation à partir du mois d'octobre. Vous pourrez la constater à partir du mois d'octobre et jusqu'en 2020. Mais c'est vrai qu'on demande. Non, mais je vous le dis parce qu'on assume pleinement. On demande un effort générationnel. On a besoin que le travail paie plus dans ce métier, dans ce pays, pardon. Et je vais aller plus loin. Vous savez, moi, j'ai des salariés qui sont au SMIC, qui gagnent 1100 euros à l'heure actuelle, qui ont un enfant, 2 enfants, qui ne peuvent pas, en région parisienne, qui ne peuvent pas créer de foyer, dans une vraie difficulté. S'ils ne sont pas 2, ils ne peuvent pas. Et on a besoin que, dans ce pays, que le travail paie plus, parce que c'est aussi un effort générationnel. Il faut que la nouvelle génération, ceux qui arrivent, qui travaillent, puissent gagner leur vie et aussi construire leur vie. C'est pour ça que je l'entends vraiment pleinement ce que vous dites, et on a aussi accepté cette impopularité pendant la campagne, clairement. Par contre, vous serez, vous, dans le cas précis dans lequel vous êtes, puisque vous gagnez moins de 5000 euros net au global, vous serez défalqué en fait de la taxe d'habitation, donc vous ne serez pas perdant. Oui, le problème c'est qu'il va falloir qu'Alain attende le mois d'octobre. Un an, quasiment. Presque un an. Voilà. Monsieur, vraiment pleinement, je l'entends. On vous demande, c'est vrai, un effort générationnel qu'on a porté. Dites-vous que cet argent, l'argent que vous donnez, il va pas dans nos caisses, il repartira pour aider ceux qui travaillent. Pendant la campagne, me semble-t-il, oui, attendez, vous allez pouvoir, mais me semble-t-il, pendant la campagne, il n'était pas dit que ça ne serait pas en même temps. Eh oui. Eh oui. Sylvain Maillard. Nous réagissons. Non, mais je vous entends. Donc, moi, je veux bien qu'on nous parle de la campagne électorale. Mais enfin, moi, je me souviens. Attendez, puisque la taxe, la taxe d'habitation, c'est ici que Emmanuel Macron l'a annoncé. C'est face à moi. Je me souviens très très bien. C'était au mois de février de l'année dernière. Mais je me souviens très très bien. La baisse des cotisations salariales, il avait annoncé ça à l'automne 2016. Je me souviens très très bien aussi. Mais à aucun moment pendant la campagne électorale, Sylvain Maillard, on nous avait vendu
il y aura une baisse des cotisations salariales et en même temps, il y aura une hausse de la CSG. Mais on ne nous avait pas dit que la hausse serait 8 mois ou 9 mois après. On ne nous l'avait pas dit. Oui, tout à fait. Jean-Jacques Bourdin, vous avez tout à fait raison. Parce que quand nous sommes arrivés aux affaires, la situation s'était dégradée par rapport à ce que nous avions anticipé. Et nous avons toujours dit, nous maintiendrons le cap. C'est-à-dire qu'il faut absolument se désendetter dans ce pays. Il faut qu'on ait une trajectoire budgétaire bien plus sereine, parce que ça va nous permettre de redonner de l'oxygène pour nos entreprises, pour notre industrie, pour pouvoir relancer l'emploi, pour pouvoir relancer la machine économique. C'est un choix que nous avons fait, mais nous sommes persuadés que c'est celui-là qui nous ramènera vers le choix vers le chemin de la croissance, vers le chemin de la construction de valeur, et ensuite nous pourrons redistribuer. C'est un choix que nous avons fait. J'entends vraiment ce que vous dites et les difficultés qu'on avait. Est-ce que je peux intervenir? Oui, allez-y, Alain. Oui, merci. Vous parlez d'efforts générationnels. Moi, je veux bien. J'ai 2 filles qui ont des enfants, j'ai 4 petits-enfants. Une fille a dû changer il y a 1 an ses volets, c'est moi qui les ai payés, parce qu'elle n'avait pas les moyens de les payer. Il y en a eu pour 2000 et quelques euros. Ma seconde fille a dû changer sa voiture d'occasion. J'ai participé à hauteur de 3000 euros. Et maintenant, avec ce que vous me prenez, moi, régulièrement, je ne pourrai plus aider mes enfants. Alors, l'effort générationnel, je vais bien. Mais à ma famille, il ne pourra même pas s'appliquer. Alors l'effort générationnel familial, ça a toujours existé de tout temps, et tant mieux. Mais tout le monde ne bénéficiait pas forcément d'une famille ou d'un père comme vous êtes, prévenant et qui aide sa famille. Nous, ce qu'on veut, c'est que le travail paie plus. Que ceux qui travaillent gagnent mieux leur vie, qu'ils n'aient pas demandé à leurs parents en permanence, qu'ils n'aient pas demandé à leurs parents d'avoir une caution pour trouver un logement, par exemple. Ça fait partie de ce qu'on veut changer dans le logiciel français. Ça demande des efforts, c'est compliqué. C'est pour ça aussi que je suis là pour l'expliquer, que nous sommes là pour l'expliquer. Mais on est dans une trajectoire vraiment d'amélioration dans ce que l'on veut. Après, il peut y avoir aussi des facteurs et des curseurs sur lesquels nous devons écouter et nous devons vous écouter. Mais ce que nous voulons, c'est que le travail paie plus. D'accord. Écoutez, j'ai écouté ce matin une dame là, qui avait une augmentation de 4 euros sur son salaire. Vous pensez qu'avec 4 euros, on peut vivre dignement? C'est pas sérieux. Alors attendez, 4 euros, c'est qu'elle travaille pas à plein temps, parce qu'il n'y a pas une augmentation, c'est un peu plus de 2 points. Si vous êtes au SMIC, vous avez une augmentation un peu plus de 20 euros par mois ce mois-ci. Donc 4 euros, c'est qu'elle travaille pas à temps. Merci Alain. Merci Alain. Merci. Il est 9h50, 10h-10. Une pause. Est-ce que votre pouvoir d'achat augmente? Vous votez oui ou non par SMS au 6 10 71. RMC Bourdin Direct, bureau de vote. Vos messages ce matin. Marc nous écrit: Emmanuel Macron nous prend pour des buses. Fiche de paye de mon épouse plus 15 euros. Ma retraite moins 23 euros de CSG. Augmentation de notre mutuelle, de l'essence, de l'autoroute, d'EDF, etc. Alors de qui se moque-t-on? J'ai ce message aussi qui est le seul à me dire oui, j'ai eu une augmentation environ 164 euros. C'est le seul message qui parle d'augmentation ce matin. Gaëtan nous dit: comment le pouvoir d'achat peut augmenter alors que le carburant indispensable a bondi? Chez moi à Nevers, le gazole a pris 12 centimes le sans-plomb, 9 centimes le 85 avec lequel je roule, plus 10 centimes. Ramené à l'année, ça fait énorme. Voilà ce que nous dit Gaëtan. Alexandre qui écrit: ceux qui se plaignent du pouvoir d'achat feraient peut-être mieux de comprendre que l'État peut pratiquement rien face au marché. L'économie des 30 glorieuses, les retraités en ont bien profité. Ils ont endetté la France. Alors maintenant, ils payent comme tout le monde. Voilà ce que nous dit Alexandre sur le Facebook Bourdin Direct. Cécile nous dit: 37 euros en moins ce mois-ci sur ma retraite ce 5 février. Merci, mais on le savait. Voilà pour Cécile sur le Facebook Bourdin Direct. Est-ce que votre pouvoir d'achat augmente, oui ou non, par SMS au 6 10 71? RMC Bourdin Direct, bureau de vote, Jean-Jacques Bourdin. Bien, avant de prendre François, je me tourne vers Sylvain Maillard parce que mon petit doigt me dit que nous allons bientôt voir revenir les heures supplémentaires défiscalisées. Vous êtes d'accord, Sylvain Maillard? Oui, pendant la campagne présidentielle, nous nous sommes engagés sur cette mesure importante qui est pas tout à fait celle-là, qui est pas la défiscalisation des heures supplémentaires, mais l'abandon des cotisations sociales sur les heures supplémentaires. Donc nous avons fait budgéter, le Premier ministre les a fait budgéter, ça coûte entre 3 et 3,5 milliards. Nous n'avions pas les moyens financiers, il faut dire toute la vérité, nous n'avions pas les moyens financiers pour le faire dans le budget 2018, mais nous poussons pour que nous trouvions les marges de manœuvre pour que en 2019 ce soit budgété, parce qu'il faut que ce que je vous dis depuis une demi-heure, le travail paie plus en France et que ceux qui travaillent doivent gagner mieux leur vie. Ça, c'est essentiel. C'est ce qui relancera la machine économique. C'est ce qui nous permettra de faire plus de valeur, ce qui nous permettra de mieux redistribuer. C'est la base de notre politique. Imaginez 3 milliards et demi que vous l'ayez fait là, tout de suite, que vous l'ayez fait dans ce budget.
Ça aurait été formidable, non? Ça aurait compensé le mécontentement, peut-être, de certains. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a une situation qui est favorable en ce moment. Je veux bien expliquer, prendre une minute pour expliquer aux auditeurs. C'est-à-dire qu'on a des taux d'intérêt ultra bas. Hein, on est entre 0 et 1%. Alors ça dépend de temps à 10 ans. Donc on s'endette pas cher en ce moment. On a une croissance qui est repartie. Quand on a commencé le budget, il faut se souvenir, on était 1,7 de croissance. On l'a terminé à l'année, on nous dit 1,92. Donc il y a du gain. Donc il y a du gain. Ce gain, ça nous permet de nous désendetter plus vite pour pouvoir nous permettre de retrouver des marges de manœuvre. On a dit qu'on voulait être sur une trajectoire à moins de 3%. C'est essentiel. 3% d'endettement, c'est-à-dire qu'on dépense 3% de plus de ce qu'on gagne sur notre budget chaque année. Et qu'on revienne dans une trajectoire de 3%, qu'on revienne dans une démarche vertueuse pour nous redonner des marges de manœuvre, pour pouvoir investir, pour pouvoir relancer la machine économique. Il faut qu'on revienne dans une situation saine. Donc toutes les marges de manœuvre, en 2018, on a voulu les prendre pour pouvoir relancer l'économie. C'est comme ça qu'on crée de l'emploi. Yacine est ingénieur à Dijon. Bonjour Yacine. Ça va Yacine? Bonjour Jean-Jacques. Écoutez, ça va. Comme un lundi matin, il faut aller gratter, il faut aller gagner sa vie, Jean-Jacques, vous savez. Hein, modestement et dignement, surtout non. Moi, Jean-Jacques, j'entends ce matin, ici et là, tous les témoignages. Je les entends, j'entends la colère du peuple qu'il faut entendre également. Moi, j'ai envie de dire faut toujours l'écouter. Tout à fait. Elle est très 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 importante. Non, moi j'invite En Marche à continuer et même à courir un peu plus vite. Moi je les rejoins à 200%. Franchement Jean-Jacques, on va se dire les choses. Une famille qui gagne 4 000 euros, écoutez bien, qui gagne 4 000 euros, qui vient ici au bureau des pleurs, ou appelez-le comme vous le voulez, vous dire Jean-Jacques, je perds 80 euros par mois, très honnêtement. Soyons relatifs, il n'y a pas quelque chose qui cloche. Moi je gagne bien ma vie Jean-Jacques, et je paye beaucoup d'impôts. Et je suis fier, heureux d'en payer. Et je comprends la perception d'En Marche. Il faut être bienveillant, donc on partage. Je suis dans cet esprit-là. Je préfère payer beaucoup d'impôts, mais qu'ils soient bien partagés. Voilà. Maintenant, il y a des cas particuliers pour les gens handicapés, j'ai pu l'entendre. Effectivement, il faut les écouter également. Mais aujourd'hui, soyons honnêtes, Jean-Jacques. On a des cas très différents, mais on a des cas, moi, qui me concernent. Moi, aujourd'hui, c'est quoi la majorité du peuple? Combien ils gagnent, la majorité du peuple, les salaires médians? Voilà. Il y a des histoires différentes, mais entendre. Moi, franchement, ce qui m'a fait vous passer un coup de fil ce matin, j'entends des retraités. Vous comprenez bien, j'ai rien contre les retraités. Puisque nous, on travaille, on cotise pour eux aujourd'hui. Quelqu'un qui se plaint parce qu'il perd 3 000 euros sur sa feuille, lorsqu'il en gagne 4 000, je veux bien. Là, je m'enfuis, mais avec lui. Mais moi, mon père, il gagne 900 euros, Jean-Jacques. Et vous savez, il gagne rien en plus, et il perd rien en plus. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Mon fils, moi j'ai la santé. C'est ce qui est le plus important. Voilà. Bien, merci Yacine. Merci. Oui, les 3 milliards, vous les aviez pour l'ISF quand même, hein? Non. Alors c'est pareil. Là-dessus, pourquoi nous avons transformé l'ISF en IFI? Faut dire les choses clairement. On a besoin que ceux qui ont le plus d'argent en France réorientent leur argent, non pas vers des placements de dette ou des placements sécurisés, mais vers les entreprises. Parce qu'on a besoin d'argent dans les entreprises. On a besoin d'argent pour investir. C'est beaucoup mieux fléché dans les autres pays d'Europe du Nord. Et donc on a besoin que cet argent revienne dans les entreprises. Donc si ils réinvestissent dans les entreprises sous diverses formes pour créer de l'emploi, à ce moment-là, ils seront pas taxés. Sinon, ça restera exactement le même principe que l'ISF avant. Il est 9h58, que disent les auditeurs? Est-ce que votre pouvoir d'achat augmente? Pour l'instant non, c'est terminé ce matin, la réponse est non à 87%. Bien, merci Sylvain Maillard d'être venu nous voir. 9h, nous aurons l'occasion de reparler du pouvoir d'achat des Français, évidemment, parce que c'est le sujet majeur, et nous en avons fait ici. Le sujet majeur, je peux vous le dire. 9h58, merci d'être avec nous. On se retrouvera demain, toujours avec le même plaisir. À demain.